Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, vous commencez à apprécier, j'en suis sûre, le caractère tout à fait protéiforme des conférences du CHELS. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux chercheurs de l'ENS. Isabelle Collomb de Carvajal, qui est maîtresse de conférence à l'ENS, et Jean-Philippe Arias-Zapata, qui lui est doctorant à l'ENS. Et autour donc de ce thème des ruptures créatrices, nous allons d'abord, avec Jean-Philippe, penser les imaginaires susceptibles d'inciter à une rupture créatrice, et nous verrons ensuite avec Isabelle la portée des expériences de déstabilisation conversationnelle, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Dans les interactions. Voilà, j'ai été perturbée à mon tour par la question de la vidéo. Merci à tous les deux. Je vous cède la parole. Alors l'idée, c'est que... on va le faire entre nous, hein, mais Jean-Philippe intervient d'abord. Après la conférence de Jean-Philippe, s'il y a des questions, on les lui posera immédiatement. Et puis ensuite, ça sera au tour d'Isabelle, et même chose sur les questions, plutôt que de tout faire ensemble. Voilà, bonne écoute. Merci beaucoup pour l'organisation de cette conférence. Je suis Jean-Philippe Zapata, je suis doctorant en philosophie des sciences à l'ENS de Lyon, au laboratoire ICAR, dont Isabelle est la co-directrice. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept que j'ai envie de proposer, qui est celui de spiritualité critique. Mais pour le présenter, en fait, j'ai besoin de composer un certain nombre de parties. D'abord, définir ce que c'est la spiritualité, mais le définir scientifiquement, rigoureusement. Puis, dans un deuxième temps, je vais montrer en quoi on peut l'employer de manière critique. On va voir ce que ça veut dire critique pour moi, ici. Et enfin, c'est là où on va pouvoir donner une véritable définition et ensuite voir est-ce que ça existe déjà des spiritualités critiques. Est-ce qu'il y en a déjà en application? Et on verra que oui. J'ai quelques ressources historiques. Donc, on peut commencer sur une définition scientifique de la spiritualité. Mais avant ça, on a quelques interrogations à répondre dans cette partie. Une première, c'est la motivation. Pourquoi on s'intéresse à la spiritualité? En quoi c'est suffisamment sérieux pour en faire un objet de recherche en sciences humaines et sociales? Ensuite, dans le deuxième temps, on aura besoin de faire le lien entre spiritualité et sens, et notamment la crise du sens. On verra ça un peu plus loin. Et ensuite, il y a cette question de la protéiformité de ce concept qui est important. Le fait que, est-ce qu'il faut vraiment parler d'une spiritualité ou de plusieurs types de spiritualité? Et on devra revenir sur ça. Ça nous permettra de vraiment caractériser dans un premier temps la spiritualité. Donc déjà, pourquoi s'y intéresser? Est-ce que ce ne serait pas juste un effet de mode? Est-ce que quand on s'intéresse à la spiritualité, on n'est pas juste en train de s'intéresser à quelque chose qui aujourd'hui, oui, est assez commun, notamment avec ces nouvelles spiritualités qui sont nées des années 80-90, notamment les spiritualités New Age, qui sont des spiritualités qui sont avec un assez fort syncrétisme, qui emploient un certain nombre de symboles, de cultes spirituels qui sont assez divers, qui proviennent d'autres endroits du monde. Les spiritualités New Age, elles sont nées en Occident, mais par contre, elles ont des référents qui ne le sont pas. Et ça, on peut l'expliquer grâce à la mondialisation. La mondialisation, elle a permis ça. Elle a permis justement un apport du religieux et du spirituel qui soit non occidental en Occident. Et là, on peut se poser la question, évidemment, de l'appropriation culturelle. Est-ce que à ce niveau-là, justement, le fait d'avoir employé des concepts comme le yoga, en ayant complètement effacé le fond confessionnel associé, est-ce que c'est pas justement illégitime? Je préfère laisser la question en suspens, mais on peut se poser la question. Donc, il y a ces nouvelles spiritualités, et en parallèle, il y a eu un développement d'un nouveau type de marché, un marché du spirituel, notamment avec ces pratiques qui sont à la base religieuses, spirituelles, qui sont devenues, qui ont essayé de se laïciser, on peut dire, comme la méditation, comme le yoga. Et en fait, ça s'explique, cette laïcisation, non seulement par l'appropriation par l'Occident, mais aussi par le fait que comme ça, ça touche une plus grosse ambiance. C'est une certaine forme de marchandisation du spirituel. Et on le voit avec cette industrie qui est devenue énorme, celle du développement personnel et du bonheur. Et je vous conseille de justement regarder le reportage d'Arte à ce sujet.
qui a été publié, enfin mis à publication, je veux dire, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est pas grave, qui s'appelle Le business du bonheur. Donc, est-ce que c'est vraiment un effet de mode? On va voir ça après. Est-ce que la spiritualité signifie pas quelque chose de plus, mais du coup comme un retour du religieux? On pourrait dire ça parce qu'au premier abord, spiritualité et religion sont souvent mis en rapport. Mais avec ce graphique qu'on a récupéré d'un article de Pierre Bréchon, un article journalistique produit à partir de ses propres données scientifiques, il montre que même dans l'usage, religion et spiritualité sont en fait distincts. Distincts, on le voit bien parce que bon, il y a les groupes tels que ça se voit pas, comme religieux et spirituels. Il y a des personnes qui peuvent se réclamer comme religieuses et spirituelles à la fois. D'autres personnes qui peuvent se réclamer non religieuses et non spirituelles. Mais il existe ces deux types de catégories qui sont religieux et non spirituels. Par exemple, des personnes qui vont à la messe, qui vont à la synagogue, qui vont à la mosquée, mais qui y vont plus par coutume, par culture, par tradition, par habitude, que vraiment par une recherche d'une vie intérieure spécifique. Et à l'inverse, il y a tout ce développement de personnes qui se réclament non religieuses, mais spirituelles, qui par ailleurs on peut associer notamment, pas que évidemment, mais à la spiritualité New Age. Donc on voit déjà que c'est distinct religion et spiritualité. On verra comment aller plus loin en le définissant. Et ici, on finit de pointer du doigt en quoi c'est un objet de sciences humaines et sociales légitime, puisqu'en fait, c'est une réalité humaine comme une autre. C'est une réalité humaine comme une autre qui a ses différents aspects, qu'ils soient négatifs ou positifs. Négatifs dans l'emploi d'une terminologie pseudo-scientifique par certaines spiritualités, pas toutes, qui vont détourner certains concepts scientifiques, par exemple le quantique. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la spiritualité quantique, où on emploie ce terme-là à la place du terme mystique. À la place de dire c'est mystique, on dit c'est quantique et on a gagné. On n'a pas besoin de justifier. Jusqu'à même les spiritualités peuvent jusqu'à même produire des visions du monde anti-scientifiques. Et à ce moment-là, il y a un refus de la méthode expérimentale. Et si c'est plus l'expérience qui devient autorité, ça va maintenant être des croyances, des dogmes. Donc on arrive au dogmatisme, et du coup à la remise en question de l'esprit critique. Et bien sûr, il y a des dérives sectaires qui peuvent apparaître dans toute forme de spiritualité qui s'institue. C'est notamment le cas du bouddhisme, qui est pourtant le chantre de cette spiritualité de la paix, qu'on visualise comme spiritualité de la paix, et qui, en fait, en tant que religion, a ses propres dérives, ses dérives institutionnelles. Et je vous conseille ce reportage qui parle justement de violences sexistes et sexuelles dans ce cadre, qui est un autre reportage d'Arte, Bouddhisme, la loi du silence. Mais il y a aussi en fait des aspects positifs. Là, j'ai juste parlé de certains aspects, pas de la spiritualité, mais de certaines spiritualités, et il y a des aspects positifs. C'est notamment le fait que c'est une source de bonne santé, de bien-être. Ici, c'est des études vraiment scientifiques qui sont employées. Le fait qu'au travail, la spiritualité peut diminuer le stress et augmenter ce qu'on appelle la fidélité organisationnelle, c'est-à-dire le fait de rester dans son organisation professionnelle, se sentir loyal par rapport à elle. Donc voilà, ça c'est un aspect considéré comme positif. Et un autre, c'est le fait que ça peut être une source de sens. La question du sens étant essentielle aujourd'hui. Sens dans le sens de la vie, sens du travail, etc. Le fait qu'on se pose ces questions par rapport à ces thématiques. Et on doit appuyer un peu plus sur la question du sens pour montrer à quel point en fait, c'est fondamental aujourd'hui, cette quête de sens au travail. Là, j'ai pris un sondage qui a été employé par l'ANACT, qui est un organisme qui s'occupe du secteur professionnel, qui l'étudie, et qui montre ce sondage que dans l'échantillon, qui est représentatif, dans l'échantillon, 6 actifs sur 10 ont déjà pensé à quitter ou ont quitté leur travail à cause de la question du sens. Donc on voit à quel point c'est fondamental. Là, on parle des 60 personnes qui ont pensé à quitter par rapport à la question du sens, mais parmi les 40%, on ne sait pas quel est le pourcentage qui, au contraire, sont restés dans leur emploi parce qu'il y avait cette question du sens.
Donc on voit quand même que la majorité de la population, en tout cas si cet échantillon est représentatif, on peut interpréter en disant que la majorité de la population s'est posé la question sur le sens au travail. Et là maintenant on va partir sur la partie où on va commencer à vraiment formaliser ce que c'est la spiritualité. On le fait à partir d'une branche spécifique de la psychologie qui s'appelle la psychologie existentielle, qui est la psychologie qui s'intéresse à l'impact sur les subjectivités, sur nous, notre santé mentale, des thématiques existentielles telles que la mort, l'angoisse, la liberté, la question du sens. Donc la spiritualité, donc la psychologie existentielle a défini la spiritualité. Je prends ici une définition, mais il y en a bien d'autres. Et elle peut être vue comme la quête personnelle, j'insiste sur le mot personnel, de réponse aux questions existentielles et métaphysiques sur la vie, sur le sens et sur la relation au sacré ou à la transcendance. On fait exprès pour l'instant de laisser flou ce que veut dire sacré et transcendance. On reviendra dessus, surtout sur le terme transcendance, sacré on le laisse en suspens, mais dans la prochaine diapo. Il faut le distinguer du coup de la religion. La religion qui peut être vue, comme le proposait Roger Caillois, comme l'administration du sacré, c'est-à-dire cette institutionnalisation du sacré, avec une hiérarchie, avec un certain nombre de principes, et qui font que même aujourd'hui encore, on récupère la définition de Durkheim à ce niveau-là, qui est une très bonne définition, qui est considérée en tant que telle en psychologie existentielle, qui est le fait de voir la religion comme un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une communauté morale. Donc on voit que ce n'est pas la question du personnel qui est en jeu, mais du collectif et de l'administrer en fait. Ce n'est pas simplement collectif, c'est de l'administrer, du coup avec une hiérarchie, une institution. Donc à partir de là, on peut revenir sur le mot transcendance maintenant, bien qu'on a fait la distinction spiritualité et religion. Mais en fait, ce mot transcendance va nous être important parce que ça va nous permettre de classifier les spiritualités et de voir en quoi, du coup, il faut parler de spiritualité au pluriel. En effet, on peut utiliser un certain nombre de transcendances distinctes. On peut avoir plutôt, parce qu'on ne l'utilise pas, on les a. Bien sûr, il y a les transcendances. La transcendance assez classique, c'est Dieu ou la déesse, qui est du coup, voilà, qu'on connaît. Il y a l'univers. Il y a la nature, l'univers quand on est par exemple pandéiste, quand on croit que la transcendance c'est l'univers lui-même, la nature, là c'est plus des spiritualités liées à la nature, ça peut être l'humanité qui peut être notre transcendance, la société, autrui, etc. Et il y en a beaucoup d'autres possibles. Ce qui nous permet d'employer à partir d'études, encore une fois, psychologiques, de classifier la spiritualité en 4 types. Peut-être qu'il y en aura plus, mais au moins en tout cas en 4 types. Du coup, avec une spiritualité qui est une spiritualité théiste, où là, voilà, la transcendance, c'est un dieu ou une déesse personnifiée. La spiritualité de la nature, quand la transcendance, c'est la nature. La spiritualité de l'humain, où là, ça peut être l'humanité, la société, autrui, etc. Peut-être qu'il y a d'autres formulations et d'autres façons de l'envisager. Et enfin, ce que je n'ai pas encore représenté comme transcendance, la spiritualité transcendantale. Et là, c'est quand la transcendance, c'est pas quelque chose qui est une entité définie clairement, ça devient une force impersonnelle, non matérielle. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette partie? On a vu déjà que la spiritualité, c'est une réalité humaine différente de la religion. C'est une réalité humaine différente de la religion, puisqu'en fait, c'est une quête personnelle. Et elle peut être entendue quête personnelle de sens, et du coup face à la crise du sens qui peut apparaître sans spiritualité. Et enfin, on a vu que plutôt que parler d'une spiritualité, il vaut mieux parler d'une pluralité de spiritualité. Maintenant, on va dans cette partie essayer de réfléchir à un emploi critique de la spiritualité, du coup plus politisé, à partir de 3 interrogations. Déjà, en quoi la spiritualité a-t-elle un potentiel critique? En quoi c'est légitime de se dire comment on peut politiser la spiritualité? Quel paradigme il faudra employer pour qu'on puisse le politiser, on puisse avoir un emploi critique? Et enfin, en quoi la spiritualité au travail peut-elle être critiquée? Ici, c'est plus un exemple pour essayer de montrer comment on peut l'employer, cette analyse critique, sur un objet qui est l'objet de la spiritualité au travail.
On verra ce que ça veut dire plus tard. Donc déjà, j'ai besoin de revenir sur la question du sens. On a dit que la spiritualité peut être là, une quête personnelle face à la crise du sens. Mais d'où elle vient, cette crise structurelle du sens? Eh bien, il y a des explications qui ont été posées par un certain nombre de sociologues, d'anthropologues et de psychologues, qui seraient justement de la structuration même du capitalisme. On serait passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme par projet. C'est-à-dire qu'auparavant, l'unité du capitalisme industriel, c'était justement l'entreprise, mais l'entreprise composée comme une forme pyramidale où on entrait, où on y faisait sa carrière pendant 20, 30 ans. Et l'objectif, quand on rentrait dans cette carrière, c'était de monter, monter, monter. Et avec maintenant un capitalisme par projet, c'est plus du tout comme ça que c'est envisagé la carrière. La carrière est maintenant devenue ce qu'on appelle une carrière protéenne, c'est-à-dire où on doit la gérer nous-mêmes, où on parle maintenant, on entend ces termes-là d'employabilité, de compétences, l'employabilité comme justement la gestion qu'on doit avoir de notre portefeuille de compétences, le fait qu'il faut que maintenant on n'est plus dans des CDI, c'est plus la norme, c'est des contrats qui sont plutôt des contrats à durée déterminée, associés à des projets où on rentre dedans, on essaie de créer un réseau, on en ressort pour essayer d'en recréer, etc., etc. Et d'une autre manière, c'est voir ce capitalisme par projet comme aussi, là c'est la partie production, la partie consommation, comme l'émergence d'un consumérisme de masse et d'un marché du travail dérégulé. Donc dérégulé parce que justement maintenant par projet. David Graeber explique du coup l'apparition de bullshit jobs, c'est-à-dire de jobs qui n'ont pas de sens, voire qui ont une utilité sociale négative, à partir de ce passage-là, qui serait le passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme technicien ou encore financier, où maintenant c'est les mathématiques et la réflexion qui est associée au réseau, au secteur économique des technologies d'information et de communication qui est employé dans le capitalisme même, dans le management même, jusqu'à voilà, on verra des nouvelles formes de management, avec un management qui devient désincarné, qui devient associé à une gouvernance par les nombres, ce qui implique une crise du rapport entre employeur et employé, puisque maintenant l'employeur n'a quasiment plus la marge de manœuvre face aux nombres qui sont eux-mêmes en train de diriger. Et pour compenser ça, il y a maintenant toute cette question d'injonctions paradoxales qui naissent, qui ne sont pas des injonctions contradictoires. Ce n'est pas une injonction où il y a une contradiction, c'est-à-dire possibilité de choisir une option face à une autre. C'est des injonctions qui, en soi, sont impossibles à comprendre, à réaliser, comme par exemple « sois libre », étant un impératif, donc un ordre, on nous ordonne d'être libre. Et justement, il y a certains auteurs, Annick et de Goja, qui ont proposé de parler du capitalisme comme un capitalisme paradoxant, qui produit de la maladie, du mal-être, par l'emploi par le management de ces injonctions paradoxales, et qu'il qualifie du coup de management paradoxant. Maintenant qu'on a vu ça, de ces considérations-là, on peut revenir sur la question du potentiel critique de la spiritualité. Donc pour ça, il faut bien comprendre qu'il y a un modèle économiste de l'être humain qui est associé à cette émergence de ce passage d'un capitalisme industriel à un capitalisme par projet, où maintenant on est vu comme force de travail, comme hypermoderne, comme citoyen, comme homo economicus. Donc, en effet, l'individu hypermoderne est précipité dans une quête identitaire permanente qui s'exprime par l'exigence du toujours plus, par un rapport entrepreneurial, comme on disait, d'employabilité. Et en fait, c'est son capital d'employabilité qui est géré par un rapport entrepreneurial à sa propre existence pour développer son capital humain. En parallèle, Cabanas et Ullouz proposent le terme de citoyen, en tant que c'est une subjectivité individualiste et consumériste dont la valeur dépend de leur capacité à s'optimiser en permanence. Maintenant, on a même cette responsabilité d'être
suffisamment en bonne santé pour être des bonnes forces de production. Et enfin, l'Homo economicus, ça c'est un peu plus vieux, c'est l'agent économique rationnel, c'est ce qui est modélisé dans des paradigmes libéraux. Du coup, l'agent économique, en bon economicus, calcule le nombre d'heures qu'il va accepter de travailler en équilibrant la pénibilité de ses heures avec l'utilité de la consommation permise par le salaire. Donc il y a vraiment cette question de la gestion, d'une gestion technicienne de sa propre vie et d'être une force de travail et donc d'être capable d'en être une, de même gérer ses propres ressources. Et c'est ici on peut voir qu'il y a un potentiel critique de la spiritualité parce que par défaut la spiritualité c'est justement une quête personnelle face à la crise de sens. C'est d'ouvrir quelque chose par rapport à ça. C'est de ne pas se laisser devenir simplement un agent économique rationnel. Donc c'est une forme de résistance existentielle mais implicite pour l'instant, à être une force de travail, un individu hypermoderne, une citoyenne, une homo economicus. Mais ça n'empêche pas le fait que la spiritualité peut être instrumentalisée et elle peut être employée au final de manière aussi capitalistique. En effet, on va prendre l'exemple de la spiritualité au travail pour montrer ce que je veux dire. La spiritualité au travail, c'est la croyance au fait que le travail peut être un chemin spirituel, une opportunité de se développer, de développement personnel, et un moyen de contribuer à la société de manière significative. Et ça, c'est donc là, plutôt dans l'aspect en tant qu'on produit, on peut produire avec une utilité sociale positive, et on peut s'épanouir grâce à ça. Ça peut même, en étant une force de production, on peut même se ressourcer. Ici, je cite aussi la question du management spirituel qui est associé, là c'est la citation proposée par une collègue qui dit que le leadership spirituel inclut les valeurs, attitudes et comportements qu'il faut adopter pour se motiver intrinsèquement, soi-même et motiver les autres, afin que chacun ressente un bien-être spirituel, se sente investi et membre d'une équipe, trouve un sens aux choses et le sentiment de faire la différence, d'être compris et apprécié. Donc on voit qu'il peut y avoir justement cet emploi de la spiritualité pour manager. Sachant que le management a pour objectif de produire. Évidemment, ce n'est pas le seul objectif qu'il a. Il a besoin de pouvoir prendre soin des ressources qu'il a dans son entreprise. Mais l'entreprise a besoin de ce management au vu d'être en bonne santé économique. Donc on voit quand même que la spiritualité peut être instrumentalisée dans ce sens-là. Et on proposait aussi l'idée de voir s'il n'y avait pas justement ce changement de paradigme ou plutôt le prolongement de ce paradigme d'un capitalisme à visage humain qui était considéré à cette fois vers un capitalisme spirituel où auparavant c'était le bonheur, la question du bien-être qui était en jeu, associé beaucoup avec une psychologie qui est la psychologie positive, on s'optimise, on est dans le bien-être, dans le mieux-être, on essaie de voir les choses positivement, les émotions négatives sont devenues toxiques en tant que telles, cette fois vers une autre forme de capitalisme à visage humain où c'est la question du sens qui devient centrale et plus maintenant la question du bonheur. Sauf qu'en tant que tel, on voit que, comme je disais, on peut être employé par rapport à notre spiritualité, d'où le concept d'intelligence spirituelle qui permet de quantifier notre degré de spiritualité. Et du coup, il y a la question d'intelligence spirituelle et production. Mais il y a aussi, au niveau de la consommation, le fait qu'on voit toute cette industrie du spirituel qui est née et maintenant qui est assez énorme. On peut voir en librairie, c'est quand même une des composantes les plus fortes, ce qui vend le plus. C'est ici, du coup, qu'on propose la nécessité d'un paradigme critique, parce que, comme on a vu, on peut l'instrumentaliser la spiritualité, donc il faut essayer de faire obstacle à cette instrumentalisation. Et on emploie du coup la théorie critique d'Horkheimer, théorie critique que, ici je ne vais pas définir complètement, mais je reprends juste cette petite définition. Le savant et sa science sont intégrés à l'appareil social. Les résultats positifs du travail scientifique sont un facteur d'autoconservation et de reproduction permanente de l'ordre établi.
et peu importe l'interprétation que la science peut élaborer d'elle-même à ce sujet. Être dans cette théorie critique, dans cette posture critique, c'est dans cette posture réflexive, en sachant que oui, nous sommes dans un système capitaliste, et en tant que tel, si on est rémunéré, si on a justement cette place qui nous est conservée, notamment en tant que chercheur, chercheuse, c'est parce qu'on peut être mis au service de l'appareil socio-économique. Et l'objectif de la théorie critique, c'est de connaître cela, de savoir vivre en contradiction, en essayant quand même de tendre vers un état social sans exploitation ni oppression, dans lequel existe réellement un sujet plus vaste que l'individu, c'est-à-dire l'humanité consciente d'elle-même, et où l'on puisse parler d'une pensée qui dépasse l'échelle individuelle. Donc qui puisse dépasser de cette logique individualiste. Moi, je me place plus particulièrement en psychologie critique, où c'est cette branche de la psychologie qui s'inspire complètement de la théorie critique, où elle critique la psychologie dominante en tant que c'est une recherche du statu quo qui est en jeu, où on va justement individualiser les problèmes, on va pathologiser, plutôt qu'essayer de considérer que c'est possible que ce soit des symptômes d'un système socio-économique, d'un système politique, de la même façon que la psychologie du travail considère que certaines sources de mal-être chez les salariés ça ne viennent pas d'eux-mêmes, mais viennent directement de l'organisation professionnelle qui est malade. Ici, ça pourrait être considéré le système socio-économique comme malade. Encore plus explicite, il y a aussi ces considérations au début du 20e, fin du 19e, de vouloir contrôler pour les gouvernants avec la psychologie. Et bien sûr, avec ces considérations où, si on ne le prend pas en compte, avec certaines branches de la psychologie, les considérations sexistes, racistes, les impacts, comme je disais, du capitalisme, et le fait d'être institué, considéré comme une force de production et de reproduction. De reproduction voulant dire vouloir reproduire sa propre force de travail. Et donc ici, je vous propose une petite définition, c'est pas une vraie définition de la psychologie critique par rapport à ce retour critique d'Andy Fisher, qui est le fait que voilà, il faut avoir cette analyse critique de ces problématiques, voir quel est le rapport entre société et psyché. Et du coup, non plus voir maintenant la psychologie comme une simple théorie, mais comme une praxis, c'est-à-dire comme une pratique réelle, concrète, au service de changement des personnes, bien sûr, c'est la psychologie, mais aussi de la société. Et pour revenir du coup à la spiritualité au travail, si justement on se place dans cette posture critique, de psychologie critique, déjà on peut considérer le problème du sursens. Le sursens, qu'est-ce que c'est ? C'est quand, par exemple, dans une association, je travaille dans une association, je vais essayer de mettre énormément d'énergie dedans parce que je trouve que ça a une utilité sociale très forte, que ça a une valeur sociale positive, mais où je n'ai pas les conditions matérielles suffisantes pour travailler. Et pourtant, je continue. Et je peux continuer jusqu'au burn-out. En fait, c'est ça le sursens. C'est le fait de n'avoir que comme ressource le sens qui ne permet pas en fait de compenser l'énergie physique qui est nécessaire, bien sûr. Et la spiritualité au travail peut même être employée par certaines personnes. On ne peut pas savoir si les personnes sont honnêtes ou pas quand elles l'emploient. Peut-être qu'elles y croient, peut-être pas. Et du coup, il y a des risques de séduction, d'évangélisme, de manipulation et de subjugation. Et ça, c'est quand c'est l'extérieur qui vient nous poser la spiritualité au travail. Et pour nous, ça va être une intensification pour nous-mêmes, une intensification du travail et un autre autocontrôle qui est accru et qui justement peut produire ces phénomènes de sursens. Et donc, plus généralement, il y a une question aussi qui est de plus en plus donnée, qu'on peut voir dans un certain nombre de réseaux sociaux, c'est la question de l'authenticité au travail. Est-ce que ce ne serait pas justement une injonction paradoxale sans qu'on le sache ? Parce que la question de l'authenticité, c'est la question de pouvoir assumer ses propres valeurs et au travail, du coup, au travail. Or, justement, il y a les sciences de la gestion qui montrent qu'il y a une nécessaire hypocrisie organisationnelle. C'est-à-dire l'entreprise, elle a pour objectif premier de survivre, du coup d'être en bonne santé économique, et que
cela arrive que cette bonne santé économique soit en contradiction avec la question du sens pour ses salariés. Et bien sûr, l'organisation professionnelle n'a pas le choix que de prioriser la bonne santé économique. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on peut vraiment être authentique au travail ? Et je proposais donc en conclusion de mon mémoire, est-ce que si on veut vraiment être authentique aujourd'hui avec nos valeurs, ici bien sûr pas toutes les valeurs, mais je parle là de valeurs de vouloir de changer de société, est-ce que c'est pas justement s'engager contre celui-ci ? Donc ce qu'on a vu dans cette partie, on a vu que la spiritualité peut être considérée comme une résistance existentielle et implicite à l'homo economicus, c'est-à-dire justement à cette rationalisation de l'être humain en tant qu'agent économique, mais que tout de même elle pouvait être instrumentalisée. Ça appelle du coup à la nécessité d'une théorie critique de la spiritualité, et on a essayé de le voir notamment avec cet exemple de la psychologie critique et de la spiritualité au travail. On arrive enfin à la dernière partie, cette question des spiritualités critiques. On va arriver enfin à une définition et à voir quelles sont mes ressources historiques. Donc première question, bien sûr, qu'est-ce qu'une spiritualité critique ? Donc quelles sont nos ressources historiques ? Et quelle utilité potentielle pour une rupture créatrice politique ? Alors, je commence déjà par une théologie particulière, qui est la théologie de la libération. Donc la théologie, une science religieuse chrétienne qui a été proposée en Amérique latine durant le XXe siècle, milieu du XXe siècle, et qui considérait qu'en fait, il était nécessaire pour les clercs de s'engager pour les opprimés, les pauvres et les marginalisés. Et s'engager, à l'époque, c'était vraiment s'engager, parce que justement, c'est en Amérique latine où il y avait l'installation de dictatures d'extrême droite. Donc c'était les clercs qui étaient aussi contre ces dictatures d'extrême droite, jusqu'au meurtre, l'assassinat, etc., etc. Et il le justifie théologiquement par deux notions différentes du salut chrétien, avec une notion qui est celle liée à une orthodoxie, c'est-à-dire au fait de respecter la doxa, respecter les dogmes, et tel que ça va leur permettre d'ouvrir les portes du paradis dans l'au-delà. Tandis qu'il y a une autre notion qui est celle que eux considèrent dans la théologie de la libération, c'est l'orthopraxie. C'est le fait de justement, maintenant, il faut agir en conséquence. Là, maintenant, actuellement. L'idée étant de se rapprocher de ce paradis, mais sur terre. Et du coup, de vraiment agir, d'être dans cette praxis. Et inspiré de celle-ci, est née une psychologie qui, bien sûr, se réfère à la théologie, mais sans les dogmes chrétiens, qui est la psychologie de la libération, et qui considère notamment qu'il faut avoir une approche critique anticoloniale, qu'il faut critiquer les catégories qui sont employées en psychologie, la psychologie étant née en Occident, et telles qu'il faut des catégories qui soient vraiment appropriées à la population étudiée et aidée, accompagnée par la psychologie. Donc, il faut critiquer les catégories du Nord. C'est une approche située, du coup, qui est proposée en partant des intérêts, des aspirations et des espoirs d'Amérique latine, latino-américains. Et c'est une approche engagée, telle que la praxis psychologique, ce soit contre les inégalités liées à l'impérialisme capitaliste. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce que je pourrais qualifier d'une spiritualité critique. Un second exemple, c'est la spiritualité écoféministe. Là, c'est dans un tout autre genre et dans un autre, pas dans un autre continent justement, mais plutôt Amérique du Nord. Donc cette fois pas du Sud, mais du Nord. C'est une spiritualité qui justement est engagée politiquement contre les oppressions des femmes et la destruction de la nature, qu'elles mettent en commun avant tout, en considérant que le capitalisme et le patriarcat vont de pair. Voir cette fois la nature comme leur transcendance, comme une déesse, et axer leurs actions autour de la question du corps, du care et de la transformation sociale. Le care étant un véritable travail, c'est un effort pour acquérir plus de ressources, et non seulement au vu de...
ce qui peut être utile pour la transformation sociale, pour avoir suffisamment d'énergie, évidemment, pour des luttes. Et idem, en parallèle de cette spiritualité écoféministe, est née une psychologie qui est l'écopsychologie critique, qui part d'un premier postulat, qui est le fait que nous sommes nature. Donc il faut dépasser ce dualisme entre intérieur, la psyché, et l'extérieur, la nature. Et ce, à partir de cette fois de l'expérience vécue, c'est ça qui devient l'unité fondamentale. Qui voit justement en la crise écologique un certain nombre de sources qui sont des sources culturelles, sociales, économiques, politiques, historiques, philosophiques et psychologiques, et qu'il faut dépasser. Et pour ça, il y a besoin d'accompagner cette écopsychologie critique, qui doit être une praxis, d'un discours, doit être accompagné d'un discours écoféministe et écosocialiste. Ça nous permet à partir de là de voir à peu près ce qui les met en commun. Donc on a dit qu'il y avait théologie de la libération et spiritualité écoféministe qui sont des spiritualités critiques. Donc entre autres évidemment. Et donc on peut voir que ce sont toute cette famille de spiritualités qui sont pour une rupture créatrice politique. Et là ça va changer la signification qu'on avait d'une pluralité de spiritualité. Maintenant c'est plus une simple pluralité, du coup un éclatement, mais un pluralisme, c'est-à-dire une communauté de spiritualités qui sont des spiritualités critiques, où là, justement, sont mises au commun la quête personnelle et l'engagement collectif. Et donc, comment on définirait justement cette rupture créatrice politique ? C'est le fait de pouvoir rompre avec les oppressions systémiques, par exemple le productivisme, le colonialisme, le patriarcat, etc., pour pouvoir créer ensemble de nouveaux imaginaires politiques communs. Et en fait, ça nous permet même de considérer la possibilité, par conséquent, d'une nouvelle psychologie, d'une nouvelle branche de la psychologie. Parce qu'on avait la spiritualité, en fait, comme quête personnelle de sens, on va juste résumer comme ça, qui, en fait, est la dimension humaine intégrale, du coup, la dimension principale de la psychologie existentielle. Et bien, maintenant, si on utilise la spiritualité critique comme dimension humaine principale, cette fois, on arrive à une nouvelle psychologie qui serait cette psychologie existentielle critique, qui nous permettrait de dépasser ce paradigme encore dominant de la psychologie positive, surtout avec cette industrie du développement personnel, et qui permettrait par défaut de lutter contre cette instrumentalisation de la psychologie existentielle qui est en train de se faire et qui est en train de se faire au service des oppressions systémiques, avec toutes ces considérations, comme je disais, d'intelligence spirituelle, de management spirituel, etc. etc. Donc, pour finir, récapitulatif, qu'est-ce qu'on a vu dans cette partie ? On a vu les spiritualités critiques, on a considéré les spiritualités critiques comme ces ruptures explicites, cette fois, au système socio-économique actuel et créatrices d'alternatives politiques. On s'est appuyé sur 2 ressources historiques, on aurait pu en avoir d'autres, on en avait d'autres en tête, mais on s'était dit que c'était suffisant, je m'étais dit que c'était suffisant, l'écoféminisme et la théologie de la libération. Et maintenant, ce qu'on propose, c'est justement de considérer ce pluralisme de spiritualité critique pour une convergence politique. Donc, on a, dans cette conférence, j'ai voulu proposer une définition scientifique de la spiritualité qui provenait de la psychologie existentielle, montrer en quoi il y avait cette considération, cette résistance implicite dans la spiritualité, mais qu'il fallait un travail premier pour pouvoir vraiment expliciter un emploi critique, pour vraiment en avoir un. Et enfin, on a proposé cette définition de spiritualité critique à partir de ressources historiques. Je vous remercie de votre attention. qu'on pose en direct pour qu'on les entende mieux sur la vidéo. Est-ce que vous voulez réagir donc au développement des questions, des éléments de compréhension ? Je vous donne le micro. Bonjour, merci pour la conférence. Est-ce que vous pourriez réexpliquer en quoi la spiritualité
fait que nous ne pouvons plus nous inscrire dans un cadre rationnel et d'homo economicus, d'autant plus que c'est plutôt un cadre d'analyse pour les économistes, plus qu'une vérité qu'ils assènent. J'aimerais bien comprendre en quoi quelqu'un qui est dans la spiritualité ne peut pas être rationnel, au moins dans une certaine mesure. L'idée, c'est pas de dire qu'on on peut pas être rationnel en étant spirituel. L'idée, c'est plutôt que c'est plutôt la question d'un réductionnisme, c'est-à-dire de vouloir vraiment envisager l'être humain comme un tout productivisme, sans plus. Il n'y a vraiment que ça. Et bien sûr, c'est pas dire que tous les économistes considèrent ça, mais il y a vraiment cette façon de considérer l'humain en tant que juste producteur ou consommateur qui, par défaut, ne peut pas fonctionner avec la spiritualité. Il y a une quête personnelle, une recherche intérieure, il y a tout ça qui fait que, par défaut, ça, ce n'est pas rationalisable dans ce sens-là, dans le sens consommation-production. Même si, comme je disais, ce n'est pas possible, mais en fait, il y a quand même des tentatives qui fonctionnent. Donc c'est là où j'ai expliqué le fait qu'il y avait besoin d'un autre paradigme. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Justement, par rapport à ça et votre développement, vous parlez donc de renversement de paradigme, notamment vous parlez de résistance existentielle, donc à Homo economicus, ou encore des pratiques qu'on peut avoir au travail, mais même des grands penseurs, de ce que j'en sais, qui théorisaient la lutte contre le capitalisme, étaient pour un travail qui justement était structurant dans la vie des personnes. Donc, est-ce que c'est pas une limite à ce que vous disiez ? Et justement, est-ce qu'il ne peut pas, sans renversement de paradigme, mais avec une meilleure disposition au travail et un travail moins aliénant au sens de Marx, mais qui est plus libérateur, où chacun peut se développer lui-même, serait possible sans justement soulèvement de ce paradigme socio-économique dont vous avez parlé ? En fait, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ce serait un travail plus spirituel, en fait, par définition, ce que vous avez dit, parce que ça permet de s'épanouir, se développer, d'avoir vraiment de voir. En fait, c'est pas dire que le travail ne peut pas être une quête personnelle de sens, ça peut pas être une activité spirituelle. C'est plutôt dire que oui, dans le système capitaliste, ça non, c'est pas possible. Et du coup, si on veut que ce le soit, il faut lutter contre le capitalisme. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc c'est tout à fait compatible avec ces idées de Marx, par exemple, où justement le travail qui est devenu mort, il faut le rendre vivant. Et le rendre vivant, c'est justement pouvoir s'épanouir, pouvoir. C'est certain. Et donc justement, pour vous, le capitalisme ne peut pas aller de pair avec ça, mais pourquoi donc ? Parce que par défaut, le capitalisme a besoin de rationaliser. Il a besoin au maximum de gouverner par des nombres, il a besoin de s'optimiser, vu qu'il est dans la croissance, au maximum, encore et encore. Et du coup, cette logique, même si peut-être qu'il y a des personnes qui sont capitalistes et en même temps qui considèrent réellement la possibilité d'un capitalisme spirituel, vont se retrouver face à des dilemmes où, en fait, s'ils sont vraiment capitalistes, ils vont en fait laisser de côté la spiritualité et la marchandiser. Du coup, en faire autre chose, en faire vraiment plus qu'une marchandise, que quelque chose qui se consomme et plus quelque chose qui épanouit. Merci. Alors, une question, n'hésitez pas à lever la main. Bonjour, enfin bonsoir. Moi, je voudrais dissocier un petit peu la spiritualité de la croyance. J'ai vu, moi, ces dernières années, évoluer énormément les croyances dans la société. Alors, des croyances un petit peu diverses, à savoir que ces croyances étaient plus ou moins influencées par des groupes de pression ou des influenceurs. Et
je pense qu'on va petit à petit vers des pensées uniques qui sont indissociables de ces influenceurs et de ces groupes de pression. Et je me demande s'il n'y a pas un risque, soit de manipulation, soit de propagande, suite à ça. Ce risque, il a toujours été là pour toute spiritualité, en fait. C'est-à-dire que le risque, c'est surtout quand ça s'institutionnalise, quand la spiritualité devient dogme. Et du coup, là, à ce niveau-là, c'est juste, en général, il y a ce risque. Et pour qu'une spiritualité, si on veut vraiment qu'elle ne reste que personnelle, elle doit par défaut vouloir lutter contre sa propre institutionnalisation. Donc ce risque-là, pour moi, il est là en général. C'est juste, dès qu'on institutionnalise, toute auto-organisation qui devient une véritable organisation, elle va arriver avec ses dérives. C'est ce qu'on a vu, c'est ce que j'ai voulu signifier notamment avec l'exemple du bouddhisme. Ou même le bouddhisme qui a ce message de paix vraiment, il peut être employé, instrumentalisé quand il est institutionnalisé ou va avoir des rapports de force qui vont être en jeu, etc. etc. Et du coup, je ne vois pas que... Oui, ça me paraît... Merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'avais une petite question, en lien avec ce que je peux comprendre du rapport religion, spiritualité et travail. La religion a au départ, le christianisme a au départ une relation un peu complexe avec le travail. Et le travail trouvant son étymologie dans trépalium, donc un instrument de torture. Donc et là, j'ai plutôt le sentiment, ce dont on a parlé ici, les spiritualités, j'ai l'impression qu'elles s'inscrivent en fait dans un monde où le travail est partout. Et du coup, la possibilité de changement de l'intérieur me paraît complexe. J'ai plutôt le sentiment de quelque chose qui accompagne et qui rendrait vivable une situation où le travail est partout, plutôt que quelque chose qui permettrait vraiment de travailler, de faire exploser la chose de l'intérieur, en fait. La vertu révolutionnaire de ces spiritualités me paraît peu nette, réformatrice au mieux. Est-ce que révolutionnaire, c'est vraiment possible? Après, j'ai vu toute cette terminologie écoféminisme, mais en fait, l'idée, c'est quand même de rendre la chose supportable. Est-ce que cette façon de voir les choses n'est pas trop critique? En fait, je me demande parce que l'objectif, justement, c'est pas de qualifier le travail comme bon ou mauvais en soi. Alors que, justement, oui, je pense qu'il y a clairement des héritages historiques où, en fait, qualifierait le travail de mal en soi. Mais l'idée, c'est plutôt, oui, de changer de signification. Et ça, changer de signification, ça peut être déjà révolutionnaire dans le sens que c'est pas juste on a mis une étiquette. C'est évidemment pas ça. Parce que là, ce serait du greenwashing, du pinkwashing, etc. C'est de changer même le rôle, même s'il restera principal, peut-être il sera un peu diminué, peut-être parce qu'on en a besoin par rapport à la question de l'anthropocène, etc. Mais en tout cas, de changer, par exemple, le sens des activités. C'est quoi le travail? Les activités domestiques qui ne sont pas considérées comme du travail, peut-être qu'il faut le faire. Mais quand on le fait, qu'est-ce que ça change dans le paradigme sur le travail? Qu'est-ce que ça change? En fait, ça peut changer des choses très fortement. Donc, pour moi... Là, c'est peut-être juste la définition de réformiste et révolutionnaire qui est en jeu, où moi, je verrais ça quand même comme un révolutionnaire. Et révolutionnaire, ça peut être associé, ce que je suis en train de dire, à des luttes dans la rue, politiques fortes. Donc, ici... Je sais pas, en tout cas, la question mérite d'être posée, parce que je vois bien un truc effectivement d'une extrême modernité ou post-modernité. Moi, je suis très 19e-iste, donc pour le coup, il n'était pas du tout question de ça. Mais voilà, là, je vois plutôt quelque chose qui accompagne et rend supportable, plutôt que quelque chose qui peut permettre vraiment d'induire des changements forts.
Mais pour moi, c'est changer la logique du travail et de l'économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une logique capitaliste. Ne plus avoir cette logique capitaliste, c'est sortir du capitalisme. ouais. C'est-à-dire, sinon, Mais la force du capitalisme est que malgré tout, Ah parce non, que mais vous avez commencé en expliquant justement je toute suis la d'accord avec ça. récupération. Donc, Je suis bien d'accord avec ça. Ça, c'est la critique. Du coup, le nouvel esprit du capitalisme qui vraiment développe ça, et je suis bien d'accord. Et c'est en ça que c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire le spirituel qui se pose comme anti-libéral, etc., etc. Et je parle de spiritualité New Age, etc., ou en gros, complètement marchandisé, complètement instrumentalisé. J'ai vu une expression qui m'a assez choqué, c'était soulmate client. C'est client âme sœur. C'est vraiment une terminologie qui existe. Donc je suis bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est en ça que il faut trouver quelque chose qui ne puisse pas être absorbé. Et on n'a pas le choix, en fait, parce que si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'en fait, tout peut être absorbé, et en fait, on ne peut pas sortir de la logique capitaliste. Et là, c'est une question de croyance. Juste, est-ce qu'on croit que c'est possible ou pas? ok, en tout cas, ça mérite étude. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, moi, j'avais une question sur, c'est dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, enfin, ce qui vient d'être dit, mais ces spiritualités critiques, est-ce qu'elles existent simplement par opposition au système capitalistique, ou est-ce qu'elles ont une vérité, entre guillemets, intrinsèque? Est-ce qu'elles ont une forme d'autotélisme? Et également, enfin, dans quelle mesure ces spiritualités critiques, en fait, elles peuvent échapper à cette instrumentalisation dogmatique dont elles font l'objet dans les économies capitalistiques? C'est deux questions qui un peu disjointes, mais voilà. Alors je vais commencer par la seconde. Pour moi, c'est un peu, on pourrait dire que la spiritualité critique, c'est un peu le reste de l'instrumentalisation de la spiritualité. C'est par défaut, c'est ce qui, quand on dit il y a besoin d'un moment sans considérer la logique capitaliste, d'un moment où on est dans une quête personnelle, mais aussi personnelle, ça ne veut pas dire seul, ça peut être avec d'autres personnes. On peut être dans cette et je veux dire dans ces activités qui sont des activités politiques. Ça peut être être ensemble en manifestation, qui peut être considéré comme une activité spirituelle. Donc c'est pas justement toutes ces considérations et ces représentations qu'on a de la spiritualité, comme ces pratiques qui peuvent être aussi révolutionnaires, mais souvent c'est quand même représenté pas comme ça, comme le yoga qui est quand même très utilisé, même dans les endroits où le capitalisme est très fort, comme en Californie, etc., etc. Donc, selon moi, c'est aussi une façon de considérer que mon idée, c'est aussi de considérer que, notamment, même les luttes qui sont des luttes qui se disent non spirituelles ont une spiritualité implicite. C'est aussi ça que je souhaite signifier, c'est qu'il y a un sens. Pourquoi on s'engage dans des luttes qui sont marxiennes, marxistes, qui sont etc., etc. C'est parce qu'on considère qu'il y a un au-delà qu'il faut réaliser. C'est pas dire que cet au-delà, on sait que ça va se réaliser. Là, c'est pour répondre à la première question. C'est pas dire qu'il y a une vérité intrinsèque. C'est dire qu'il y a possibilité qu'on lutte ensemble et que l'histoire se fasse. On peut pas, enfin, selon moi, on peut pas savoir ce qui va se passer. On peut pas savoir quelle est la vérité. On peut juste faire au mieux ensemble. Merci. Très bien, merci beaucoup Jean-Philippe. Donc on va maintenant passer à l'intervention de Isabelle. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va changer de sujet pour cette deuxième partie de la conférence de Schels ce soir. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement de Broaching Experiment.
Donc, au cours de ma présentation, je vais essayer d'expliquer, de définir qu'est-ce qu'un bridging experiment, qui en français se traduit par expérience de déstabilisation. On va voir aussi quel est l'intérêt et quelles sont les finalités de créer des bridging experiments. Et enfin, qu'est-ce que les bridging experiments mettent en lumière dans l'activité et l'interaction sociale. Donc pour exemplifier finalement quel est le but de cette expérience, j'ai pas mal de clips vidéo tirés de YouTube dont j'ai enlevé le son pour des questions de droit, mais je vais pouvoir commenter en même temps. Donc je vous joue une première fois juste pour se mettre dans le bain de l'expérience de déstabilisation, et je le commenterai et je le définirai plus en détail par la suite, mais je vais vous montrer un exemple. Alors normalement ça se joue en plein écran, mais c'est pas grave. Ou peut-être pas. Donc la vidéo est un peu longue, je vais essayer de la commenter en même temps. Donc là on a quelqu'un qui est l'animateur de différents participants qui vont créer, en fait, qui vont agir dans cette expérience de déstabilisation dans une gare de train. Et l'idée de l'expérience, c'est qu'à un moment donné, les gens vont s'arrêter pour voir finalement les réactions des autres personnes, des autres individus qui ne sont pas au courant de cette expérience, et finalement de voir qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez les autres individus qui ne sont pas dans l'équipe participatrice de l'expérience. Donc ça dure plusieurs minutes et l'idée c'est de voir finalement les réactions des personnes ici. Et donc la personne qu'on a vue au début expliquer aux participants qui sont dans le projet de l'expérimentation, lui, justement joue le rôle aussi de celui qui est un peu interloqué par rapport à ce qui se passe pour saisir finalement les réactions des tout passants de la gare qui ne sont pas au courant de cette expérience. Et donc à un moment donné, vers la fin de l'activité, ils ont un code commun pour pouvoir reprendre le cours de leur activité. Les participants du projet vont retourner et rebouger dans la gare pour mettre fin à l'expérience. Donc c'est ce qui va arriver bientôt. Voilà. Donc ça c'était vraiment un exemple pour illustrer ce qu'on entend par bridging experiment, expérience de déstabilisation. Donc voilà, si on met un peu des mots sur ce que c'est ce type d'expérience, donc ça vient du domaine de la psychologie sociale. Dans ce domaine-là, c'est une expérience l'expérience de déstabilisation, c'est une expérience qui cherche justement à examiner les réactions par rapport à ce qu'on appelle des violations des règles ou des normes sociales qui sont communément acceptées. Il y a Erving Goffman dans son étude de Behavior in Public Places qui donne quelques exemples aussi classiques de normes comportementales telles que des passants, des individus qui peuvent commenter si quelqu'un met ses ordures dans la poubelle à l'extérieur, de les mettre par terre, il salit par terre et du coup il devrait mettre ses ordures dans la poubelle. Donc des comportements comme ça volontaires de violer finalement une règle sociale où on ne jette pas par terre mais dans la poubelle. C'est un exemple tiré de l'ouvrage de Goffman. Sinon, l'expérience de déstabilisation se définit également par le fait d'étudier les réactions des gens envers un expérimentateur qui viole cette règle, justement, et que les expériences de déstabilisation sont plus communément associées à l'ethnométhodologie et notamment à l'œuvre de Garfinkel, dont je vais vous en dire quelques mots juste après. Donc retour sur les fondamentaux de ce que c'est l'ethnométhodologie pour mieux comprendre le contexte de ce que je vais vous expliquer sur les expériences de déstabilisation. L'ethnométhodologie, c'est une discipline sociologique qui va considérer l'ordre social comme un accomplissement qui est méthodique, ordonné, méthodique. Donc ça a été créé par Garfinkel dans les années 50 et ça s'est développé dans les années 60 aux États-Unis. Et c'est arrivé en France, avec une arrivée un peu plus tardive, avec des premiers travaux qui revendiquent une affiliation
à l'ethnométhodologie qui date à partir des années plutôt 80. Donc voilà, il y a un ouvrage vraiment fondamental de Garfinkel qui est sur les Studies in Ethnomethodology, dans lequel on peut définir finalement ce terme, ethnométhodologie. Donc la question de l'ethno, ça renvoie au savoir des membres, des individus, des membres. Les méthodes, donc c'est les procédures que les membres vont mobiliser pour accomplir, organiser, rendre sensées leurs activités pratiques de manière systématique et intelligible. Donc qu'est-ce qu'ils donnent à voir aux autres qui sont autour d'eux et qui peuvent être détectés, analysés, en tout cas pris en compte. Et logie, c'est l'objectif de l'étude, c'est d'expliciter ces méthodes justement, qui sont toujours situées. Et c'est un peu le cœur aussi de mon approche disciplinaire dans l'analyse des interactions notamment. Donc Magno définit l'ethnométhodologie aussi comme un courant qui prend pour objet les implicites sociaux de toutes sortes, ce que l'on tient pour acquis finalement dans les activités sociales au quotidien. L'ethnométhodologie étudie particulièrement les méthodes, les procédures que vont mobiliser les acteurs sociaux pour gérer leurs problèmes de communication dans la vie quotidienne. Et donc finalement, c'est s'intéresser aussi aux normes qui vont sous-tendre les comportements qui sont constamment réactualisés, négociés, réajustés par ces comportements mêmes qui permettent une sorte de reconstruction interactive, située, ininterrompue de l'ordre social à partir de tout événement qui pourrait perturber cet ordre social. Donc concrètement, sur les bridging experiments, qu'est-ce que dit Garfinkel? Donc finalement, il va définir le bridging comme une méthode de perturbation volontaire des routines et du sens commun pour révéler l'arrière-plan qui structure des activités sociales. Donc ça, c'est une traduction reprise dans l'article de Louvel. Et cette perturbation de la routine habituelle permet justement de faire ressortir les mécanismes sous-jacents par lesquels le sens se construit, se négocie par les individus. Et finalement, à travers ces expériences, Garfinkel souhaitait comprendre ce qui se passait si des personnes enfreignaient délibérément les règles, normes d'un groupe social, pour ensuite analyser les réactions des personnes face à cette rupture. Donc j'ai une série d'exemples un peu pour illustrer ce que sont les bridging experiments, après vous avoir apporté un peu plus de définition et d'explication, et que ça peut se faire sur différentes formes de violation de normes sociales finalement. Donc tous mes exemples sont tirés de YouTube, à chaque fois, encore une fois, j'ai enlevé le son, mais je vais essayer de les commenter. Donc là, c'est une première vidéo où il y a 4 exemples de perturbations dans des espaces publics où en fait des personnes volontairement vont agir de façon inattendue dans un espace public. Donc là, la première, c'est de s'asseoir à une table de quelqu'un au restaurant et de faire autre chose. Donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément. Normalement, oui, je vais lancer. Et de voir, et en fonction, voilà, l'idée de l'expérience de déstabilisation, c'est bien sûr d'avoir une caméra, ça fait partie aussi de l'ethnométhodologie pour l'analyse des pratiques, c'est qu'on filme ces instants pour ensuite, en laboratoire, voilà, pouvoir étudier ces pratiques et les décrire finement. Donc là, on a 2 exemples de personnes qui s'assient en face de personnes, d'autres personnes qui sont en train de manger, et que l'idée, c'est de voir aussi les regards, les changements de posture possibles, les choses qui vont modifier ici l'attitude de la personne qui est en train de manger. Dans le deuxième exemple, c'est s'asseoir à côté de personnes sur des bancs alors qu'on a de la place dans l'espace public, et bien on va s'asseoir à côté de quelqu'un. Donc c'est quelque chose que dans les normes préétablies, si on a de la place, on ne va pas se coller à côté de l'autre personne, et on voit que la réaction c'est il se lève, il s'en va, parce que dans le terme de proximité, c'est trop près. Troisième exemple, c'est lire le bouquin au-dessus de l'épaule d'un enfant qui est en train de lire son livre. Et ben, on se penche au-dessus de son livre pour lire avec lui. Donc là, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, c'est normalement quelque chose qui, surtout si les personnes ne se connaissent pas, dans la bibliothèque, ne vont pas forcément être quelque chose d'attendu. Et ça va perturber finalement la posture de la personne qui est en train de lire. Donc là, il ne voit pas trop, donc
Finalement, par-dessus l'épaule, ça ne marche pas, elle est revenue devant. Dernier exemple, c'est de faire du sport dans un centre commercial. Voilà, c'est quelque chose qui est plutôt assez inattendu. Donc ça, c'était le dernier exemple. Vous avez compris le principe, on va passer à la suite. Un deuxième exemple qui va permettre aussi de voir la distance quand on demande, je crois que c'est celui-là, quand on demande le... Ah non, toujours quand on s'assoit trop près à côté de quelqu'un. C'est l'autre exemple pour le côté... parler à quelqu'un de trop près, mais ça c'est encore autre chose. Donc là, les deux dames s'assoient à côté de la personne qui est sur un banc. Il y a de la place autour, il y a d'autres espaces pour pouvoir s'asseoir, mais c'est finalement envahir l'espace de l'autre et de voir comment l'autre va réagir, alors que finalement, il pouvait s'asseoir ailleurs. Donc on voit une certaine gêne, un réajustement des postures. Bon, on voit que là c'est très exagéré aussi par rapport à la personne qui s'allonge. Mais c'est des choses qui ne sont pas attendues, qui violent les normes sociales des individus. Donc là, c'est aussi de marcher. Là, c'est des exemples où on marche, mais on se colle à côté de quelqu'un qui est en train de marcher, et on marche à son rythme. Et vous voyez que la personne en noir, elle s'arrête, parce qu'elle est perturbée par rapport à cette attitude. Donc là, en plus, la personne est au téléphone, elle se met proche de l'autre personne qui est assise sur le banc, et elle s'en va. Donc voilà, c'est vraiment pouvoir décrire finalement ces réactions spontanées de la part des individus qui sont finalement perturbés par rapport à ces attitudes. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui va demander son chemin dans la rue et en fait, elle va se positionner très près. Et donc là, ça va questionner des espaces privés des personnes. Il y a une certaine distance à respecter quand on parle à quelqu'un. Et on voit que la personne qui donne le chemin, elle va réagir en fonction, va s'ajuster au fur et à mesure que l'autre se rapproche d'elle quand elle pose ses questions. Et voilà, il y a quelque chose qui est perturbé, qui est renégocié. Et ce déplacement des personnes montre que, voilà, qu'est-ce qui se passe quand on parle trop proche de quelqu'un qu'on ne connaît pas ici. Donc la même chose, un exemple avec une personne qui finalement déplace le mobilier vraiment pour se rapprocher de la table d'à côté. Et encore une fois, c'est quelque chose qui suscite des réactions, des commentaires de la dame en bleu qui va parler à la personne et faire réagir. Je continue parce que j'ai d'autres exemples. Donc voilà, pour ces exemples qui mettent en contexte. Donc si on continue sur voilà, ce que dit Garfinkel des Bridging Experiments, l'objectif de ces expériences, c'est de faire en sorte que les gens enfreignent les règles non écrites de la société, telles que monter un escalier à reculons, se lever en mangeant dans un restaurant, s'asseoir trop près de quelqu'un, on l'a vu, dans un espace public non bondé par contre. Et les expériences de Garfinkel ont montré que la société résiste finalement à ces violations de l'ordre social et tente rapidement de reconstruire un ordre lorsqu'une norme sociale a été enfreinte en fait. C'est ce qu'on a pu voir dans ces différents exemples. Ils ne restent pas dans cette situation qui est perturbante pour eux. Ces expériences montrent ainsi que comment les gens considèrent comme acquises les normes sociales non écrites et en viennent à s'attendre à ce que certaines choses fonctionnent toujours d'une manière spécifique. Et plus récemment, on peut trouver d'autres exemples aussi de Bridging Experiment où là, on va mettre en jeu la vie d'autrui. Si la vie d'autrui était en danger, quelles seraient les réactions des individus dans l'espace public face à une situation déstabilisante. Donc là, je vous montre un autre exemple où en fait, c'est encore une expérience. Hein, donc la personne, on ne la voit pas, mais je vais jouer l'extrait. Une première fois où en fait, c'est jouer aussi sur le poids des apparences. Qui arrive de manière plutôt habillée, largement, un peu sale, etc., et qui fait semblant d'avoir un malaise dans la rue. Et on va voir les réactions, et vous allez voir que la deuxième fois, c'est dans une autre situation. Donc voilà, la personne, elle fait l'expérimentation, on la voit un peu, pas tituber, mais marcher mal, et simuler un malaise. Et là, la question, c'est vraiment de comparer par rapport à
cette situation qui va durer quasiment 5 minutes où personne ne va s'arrêter. Il y a peut-être des regards, des réactions, mais les passants passent leur chemin. Et son expérimentation essaye de montrer justement cette différence entre l'apparence de quelqu'un qui fait un malaise, et vous allez voir dans la deuxième vidéo où il a un costume, que ça va réagir autrement. Donc la personne s'est penchée, mais elle s'est pas arrêtée, elle est passée. Et on n'entend pas parce que j'ai enlevé le son, parce qu'il y a de la musique, mais voilà, il exemplifie le fait, il appelle à l'aide aussi, sans crier, mais un petit peu, mais personne ne s'arrête. On a compris, donc ça dure 5 minutes. Et sur l'autre exemple, on aura la même expérimentation plus tard, au même endroit, mais il est en costume. Et vous allez voir que les personnes réagissent différemment. Et donc là, directement, voilà, on vient à l'aide de la personne. Et je n'ai pas besoin de montrer la deuxième, puisque c'est à peu près la même chose, avec quelqu'un d'autre qui vient, il a reproduit l'expérience et quelqu'un d'autre vient l'aider. Hop. Donc voilà, par rapport à ces expériences-là, on voit que ça vient de l'ethnométhodologie. Donc pour résumer, ça vient de l'étude de l'ordre social comme un accomplissement qui est méthodique réalisé par les individus. Et je veux vous amener aussi vers une autre façon aussi de regarder plus finement d'autres formes de perturbation dans l'interaction, puisque là, il n'y avait pas d'interaction, c'est plus les comportements humains dans un espace donné. Et si on va plus dans la perspective de l'analyse conversationnelle, qui est une autre discipline issue de la sociologie nord-américaine, on va étudier l'ordre de l'interaction, pas l'ordre social, mais l'ordre de l'interaction, avec des principes systématiques qui vont régir l'ordre de la conversation, de l'interaction. Donc d'un côté, on va plutôt étudier les ruptures des normes sociales, et de l'autre, on va plutôt regarder les ruptures des règles conversationnelles, des règles de l'interaction, du discours produit à l'oral. Donc voilà, j'ai voulu rappeler un petit peu les principes qui régissent à la fois l'ethnométhodologie et l'analyse conversationnelle pour comparer. Du côté de l'ethnométhodologie, on est dans l'étude des accomplissements. Vous l'avez vu avec les exemples des expériences de déstabilisation. On va regarder les événements, la question des identités, les faits sociaux qui sont constamment créés par les acteurs, les individus, de façon indexicale, c'est-à-dire que ces accomplissements ils sont organisés de manière située, toujours on va regarder de la perspective des participants, et ces accomplissements n'obéissent pas à des règles et à des significations partagées préexistantes. On a vu le caractère méthodique de ces accomplissements qui en assure le caractère intelligible, observable, analysable, mais par les individus eux-mêmes, pas seulement par les chercheurs qui vont étudier ces situations, mais que ce sont des accomplissements reconnus, reconnaissables, identifiables et par les autres individus qui entourent les personnes. Le caractère intelligible et reconnaissable de l'action qui permet sa descriptibilité ensuite. Du côté de l'analyse conversationnelle, on va prendre en compte ce qu'on appelle la perspective émique, c'est-à-dire qu'on va regarder les ressources qui sont mobilisées par les individus, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent, et les pratiques accomplies par les participants de leur point de vue. Et on insiste là-dessus parce que voilà, on vient plutôt du domaine de la sociologie, et on n'est pas dans de la psychologie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce que pensent les personnes au moment où elles disent, elles font les choses. On ne peut pas émettre des interprétations sur leurs intentions, mais on va plutôt regarder des ressources, donc ce qu'ils disent déjà, mais comment ils le disent pour pouvoir, et voir comment vont réagir les autres de leur point de vue pour pouvoir poser une analyse, une interprétation. On regarde aussi l'ordre, puisque ça c'est le principe de base dans l'analyse de conversation, c'est que la conversation rend compte d'un déroulement ordonné de l'interaction, de l'activité, de l'échange, qui a une sorte de modèle de machinerie de la conversation qu'ont développé les auteurs en analyse conversationnelle. Donc c'est l'idée de rechercher des principes systématiques, récurrents, organisés, qui vont régir l'ordre de la conversation. Et la question de la temporalité, de la séquentialité, qui est très importante, puisque tout ce que font et disent les participants, les individus dans leur activité, c'est coordonné, c'est synchronisé en fonction de ce qui est produit avant,
et en projection de ce qui est amené après. Donc la question de la temporalité du discours, la séquentialité des actions dans un ordre précis est très importante. Donc voilà le modèle en 2 mots de Sachs-Chekloff et Jefferson, qui sont les auteurs clés pour l'analyse conversationnelle. C'est que la question de l'alternance des prises de parole comme un principe de base. Donc il y a un principe d'alternance de tours, nous on va plutôt appeler ça des tours et pas des phrases, entre les locuteurs. Les locuteurs s'alternent successivement, de manière très précisément coordonnée. Ils sont censés être concertés à l'avance dans toute conversation. Et l'idée, c'est que les locuteurs vont éviter à la fois les silences trop longs, ça peut être perturbant, et les chevauchements, parce que parler en même temps. Donc les chevauchements, c'est 2 personnes ou plusieurs personnes qui parlent en même temps. Pareil, c'est perturbant pour la compréhension du sens de ce qu'on veut produire. Donc ça, c'est le modèle de la machinerie des tours de parole. Et finalement, lié toujours à au sujet qui nous réunit aujourd'hui sur les perturbations, ce que moi j'entends plutôt par perturbation du côté de la rupture conversationnelle, quelles sont les ressources qui sont proposées par l'analyse conversationnelle pour décrire, comprendre le caractère désordonné et perturbé de l'interaction. Donc je prends 2 exemples, il pourrait y en avoir d'autres, les indices de contextualisation et la réparation. Rapidement, donc pour définir les indices de contextualisation, ce sont des caractéristiques qui sont considérées comme superficielles de la forme du message qu'on produit. Donc les caractéristiques de la forme du message constituent l'outil par lesquels des locuteurs signalent une information et que les allocutaires, donc les destinataires, les récepteurs du message, interprètent la nature de l'activité en cours. Et donc la manière dont chaque phrase se rapporte à ce qui précède ou ce qui suit dans la conversation, c'est prendre en compte finalement ces caractéristiques-là. Les caractéristiques constituent ce qu'on appelle des indices de contextualisation. C'est pour ça d'un point de vue méthodologique, on pose toujours des caméras pour voir l'activité, le discours tel qu'il se produit dans son contexte, parce que ce sont aussi des éléments qui sont importants pour l'analyse. Qu'est-ce qu'un indice de contextualisation? C'est une caractéristique de forme linguistique qui intervient dans le signalement de présupposés contextuels. Donc c'est selon le répertoire linguistique historiquement déterminé par les participants, puisque chacun vient avec son vécu, son expérience, sa culture. Ces indices peuvent revêtir des formes linguistiques diverses et ils peuvent amener justement à des malentendus ou des perturbations dans l'activité. Donc voilà pour la description un peu brève des indices de contextualisation. Si on veut les caractériser concrètement dans le domaine de la linguistique, de l'analyse des conversations, on va prendre en compte la prosodie. Donc la prosodie, c'est vraiment la forme l'intensité de la parole, la manière dont on va parler, de poser la question autour de ce qui est autour de la voix, des intonations montantes, descendantes, parler fort, parler bas, etc. La question des gestes des locuteurs, les regards, le changement de style ou de registre langagier. Et le code switching, c'est encore quelque chose à part, mais c'est l'alternance de code, de langue, pour dire simplement, à l'intérieur d'une conversation donnée. Et donc plusieurs marqueurs listés ici peuvent apparaître en même temps dans une activité donnée, mais que la valeur de ces marqueurs est vraiment situationnelle en fonction de qui est engagé dans la communication, dans la conversation, et que la valeur de ces différentes caractéristiques elle est culturellement spécifique. Encore une fois, il y a des études qui ont été montrées sur les malentendus interculturels, puisque d'une culture à l'autre, on n'a pas les mêmes codes et des éléments qui pourraient être produits par un locuteur pourraient être mal pris par un autre locuteur d'une autre culture, parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Et si on ne les connaît pas, les codes de l'autre culture, parfois ça amène à ces malentendus. Et donc, ces indices de contextualisation font partie d'une compétence communicationnelle que peut avoir l'individu et qui sont appris plutôt tard et de façon tacite dans
pour chaque individu. 2 exemples de malentendus. Donc en temps normal et dans des communautés homogènes, donc d'une même culture, les indices ne sont pas remarqués par les participants, ils sont évidents. Par contre, en cas de crise et dans des situations de contact, donc avec notamment mise en présence de cultures différentes, les indices sont interprétés différemment par les participants et produisent des malentendus. Je vais vous parler directement ensuite de l'exemple. Donc là, si on prend le facteur prosodique, donc c'est la manière aussi donc de poser les mots dans le discours. Donc là, ça va être la question des intonations, de à quel moment on s'arrête après un certain nombre de mots dans le tour, dans la phrase. Là, on est c'est tiré de l'article de Gompertz. Dans un bus londonien, il montre que pour un chauffeur pakistanais, quand il parle anglais, s'il dit « that change », intonation descendante sur ce terme-là, please, intonation descendante, donc accent sur le please, détaché par une pause avant le please, avec une intonation descendante. Ça n'aura pas la même interprétation par les clients londoniens, qui peuvent trouver ça comme grossier, juste par l'accent, en fait, et la manière de poser les mots dans la phrase. Le détachement de please met l'accent sur ce mot, et donc sur la demande. L'intonation descendante donne à l'énoncé une valeur vraiment définitive, une confirmation. Alors que si on compare avec une prononciation plus en anglaise, exact change please, intonation montante, en une seule unité entière, sans pause, avec un accent sur change, une intonation montante, l'intonation montante va être considérée comme inachevée et donc plus polie. Donc voilà, on peut avoir ce genre de malentendu juste sur la manière de prononcer une phrase et selon la culture dans laquelle on est. Donc voilà, les indices de contextualisation vont projeter des attentes et il y a des évaluations, des jugements, des activités langagières qui sont faites vraiment de façon située et émergente. Si les attentes ne sont pas remplies, si l'organisation du discours de l'information n'est pas coordonnée, ça peut amener à des stéréotypes négatifs. Et les crises sont des étapes structurantes pour la démarche analytique et pour l'apprentissage. Et c'est ce qui nous intéresse notamment quand on analyse les interactions. Deuxième exemple, ça va être sur la réparation, qui est un phénomène, une notion très très utilisée, très marquée et très produite par les différents individus dans toute interaction. Ça fait référence en fait, à des processus qui sont disponibles pour les locuteurs, à travers lesquels ils peuvent traiter des problèmes qui émergent dans l'interaction. Donc toute conversation est potentiellement sujette à des difficultés, et la conversation va être considérée comme un système qui va s'auto-réguler et qui va nécessiter justement des procédés qui sont disponibles pour traiter ces difficultés. Comment chaque individu va traiter et résoudre ces problèmes dans la conversation. La réparation est elle-même un mécanisme de la conversation, c'est-à-dire qu'un ensemble de pratiques qui sont conçues pour traiter les types de difficultés qui peuvent émerger dans l'interaction. Donc Sachs-Chegloff et Jefferson, toujours, qui ont proposé un modèle pour décrire ce mécanisme de la réparation, avec une distinction centrale entre celui qui va initier une demande de réparation et celui qui va produire la réparation. Le modèle, c'est celui-là. On va dire qu'il y a une sorte de réparable, une source du trouble. Voilà, c'est le segment à réparer, finalement. Il y a quelqu'un qui va initier la réparation, et cette initiation permet justement de signaler « Ah, là, il y a un problème dans la conversation » et solliciter une réparation. Et la réparation, elle peut être soit initiée par le locuteur qui, dans son discours, a produit un élément problématique, un segment à réparer, quelque chose qui n'a pas été compris, par exemple, ou mal produit. Et donc, on va dire qu'elle est auto-initiée. Soit la réparation, ce qu'on appelle une séquence de réparation, va être initiée par l'interlocuteur, et on va dire qu'elle est hétéro-initiée. Ça, c'est pour les termes techniques. Après, il y aura la résolution, finalement, de la réparation. On initie la réparation pour dire « Ah, là, il y a un truc qui ne va pas », et on va la réparer. On va réparer la séquence, réparer le problème signalé, et donc de la même façon, en fonction de là où se place le réparable, la source du problème, si c'est dans le
dans la phrase, dans le tour du locuteur qui a produit le segment à réparer, alors ce sera une autoréparation. Et si c'est amené par l'interlocuteur, si la réparation est amenée par l'interlocuteur, on va considérer que ce sera une hétéroréparation. Et vous l'avez compris, j'espère, c'est que la source du problème devient réparable a posteriori dans l'interaction, une fois que quelqu'un a initié la séquence de réparation. Donc c'est l'ouverture d'une réparation qui va désigner un trouble, une perturbation, une incompréhension, un malentendu, de façon plus ou moins précise. Et les études ont montré qu'en fait, les individus, tous les locuteurs, vont plutôt s'orienter vers des autoréparations auto-initiées, parce que c'est fait beaucoup plus rapidement, c'est le moins perturbant pour le déroulement de l'interaction. Et si on attend trop longtemps, même à l'intérieur de son propre discours, en cas de prise de parole longue, il faut rappeler alors le contexte du trouble qui peut poser problème. On peut aussi observer certaines réparations dans le cadre de recherche de mots qui peut amener à des désaccords qui vont occasionner en fait ce qu'on appelle une expansion de l'échange. Et je vais vous montrer quelques exemples. 2 exemples en fait. Donc, si on part de la réparation, quelque chose qui doit être réparé, qui doit être corrigé, précisé, eh ben, ça peut amener à quelque chose, à une autre activité dans l'interaction, ce qu'on pourrait dire de la négociation, et finalement prolonger l'interaction. Là, on a un exemple où F dit il y a un endroit où il y a un, et les 2 points signifient un allongement. Je ne vais pas détailler les conventions qu'on a en linguistique, c'est pas le moment, mais voilà, il pose sur un allongement sur le 1, donc ça en tout cas indique une recherche de mots. Il y a une pause de 0,5 secondes, et C qui complète le tour de F. Sa maison, intonation montante, c'est une proposition. 0,7 secondes de pause, et F qui veut dire ouais, c'est la maison de Ben, c'est la maison de Ben, et les crochets que vous voyez autour, ce sont des chevauchements, c'est-à-dire qu'ils ont produit la parole en même temps. Donc on a une forme d'accord à ce moment-là, et puis à la fin de l'extrait, on voit F qui dit mais en même temps, c'est un lieu. Donc c'est une maison, mais c'est un lieu où il expose. Donc c'est là qu'on amène à une expansion de l'interaction, où finalement il y a une sorte de négociation, où il y a l'accord sur l'endroit, sur le mot, c'est la maison, mais en même temps c'est un lieu où il expose, et la maison n'est pas un lieu où on expose d'habitude. Donc voilà, c'est un exemple assez simple. On peut avoir d'autres expansions, d'autres désaccords, parce que ce n'est pas non plus un désaccord très très fort, on est d'accord, mais plus une négociation. Un peu plus long ici, on a P qui dit qu'il faut mettre de l'eau sur les radiateurs, là. Si je vais trop vite, c'est pas bon. C qui dit mais il y en a derrière, on a 2 condensateurs. Sur le même, j'en ai arrêté un. Et donc on voit qu'à la fin du tour de C, S produit le même terme, condensateur. Donc il y a finalement une hétéro-initiation, si on fait une analyse à la réparation, qui va mentionner un élément problématique, condensateur, parce que c'est le bon terme, parce qu'il a dit condensateur à la ligne 2, mais est-ce que c'est vraiment condensateur? Il y a un rire. Comment ça s'appelle? Parce que c'est peut-être pas condensateur. Donc recherche collective de mots par les différents participants. Et S qui propose saturateur. C'est pas condensateur, c'est pas des condensateurs. Donc chacun, C, S, P vont dire saturateur à la suite, proposition d'un mot, d'un deuxième mot. Et il y a l'ouverture d'une discussion. C'est bien quand on forme de la condensation, c'est le même procédé, l'eau chauffante est condensée, elle s'évapore. Elle n'est pas condensée, elle s'évapore. Donc on a finalement une discussion autour du terme pour négocier le sens du mot, du bon mot. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à l'analyse des conversations avec 2 procédés qu'on peut avoir qui sont les malentendus et non, les indices de contextualisation et la réparation, pour pouvoir aussi vous donner à voir finalement comment on peut s'intéresser à la conversation de façon très fine, très détaillée, et voir surtout ces moments qui peuvent perturber une conversation, prolonger une conversation et amener finalement à une autre progression de l'activité et de la conversation. Donc, pour conclure sur mon propos, que l'on étudie finalement l'ordre social comme un accomplissement méthodique réalisé par les individus ou bien lors de l'interaction,
on peut voir qu'il y a des principes systématiques qui vont régir l'ordre conversationnel. Donc le langage, le premier point, c'est que le langage est la base de toute communication entre les individus et les interactions structurent notre quotidien, qu'elles soient privées ou professionnelles. Et leur maîtrise se révèle indispensable pour réussir son intégration citoyenne, sociale et professionnelle. Deuxième point, c'est que le langage, c'est un instrument de communication, un vecteur d'organisation sociale et de développement psycho-affectif, et un outil psycho-épistémique. Enfin, l'interaction est un lieu de construction sociale du sens, un objet et un moyen d'apprentissage, une réalité de base de la langue et des langues. Donc finalement, étudier des ruptures, les désaccords, des incompréhensions, des malentendus, des défaillances techniques, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi des éléments qui peuvent perturber l'activité, la conversation. Dans les interactions sociales, ça fait émerger finalement toute cette richesse du langage en tant que système dynamique complexe, et c'est ça qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche. Je termine sur un dernier mot, puisque c'était mon point initial sur les Bridging Experiments, avec 2 études récentes suite au Covid, et où en fait les chercheurs justement ont rapproché ça des Bridging Experiments. Donc là, l'idée, c'était que justement, dans l'article de Scambler, il essayait de voir, son explication, son analyse, c'était de montrer que la pandémie, c'était finalement une expérience de déstabilisation collective à grande échelle, de voir en fonction qu'est-ce que cela pouvait provoquer. Là, ça concernait uniquement le Royaume-Uni. Il a fait une étude au niveau du Royaume-Uni et tous les effets que ça pouvait avoir aussi sur justement les questions que ça pouvait soulever sur les prises de décision par le gouvernement directement qui avait du coup des conséquences sur la vie des individus au quotidien. Donc on a cette première recherche qui a finalement fait appel de nouveau à cette expérience de déstabilisation telle que développée par Garfinkel, encore aujourd'hui avec l'expérience du Covid-19. Donc vous pourrez parcourir l'article plus en détail. Et un autre exemple qui a été fait par un projet toujours en cours, je pense, par une collègue en Suisse, Lorenza Mondada, et son équipe, où en fait, là c'était plus d'un point de vue analyse conversationnelle, c'était de voir justement les effets des confinements, donc avant le confinement, pendant le confinement, après le confinement, sur finalement les réactions et les pratiques sociales en interaction des individus face à cette expérience de confinement particulièrement, et c'était plutôt en Suisse, et que ça montre que ça peut changer les conduites, les réactions, les orientations des personnes liées à des questions de prévention et de risque pour la santé. Donc voilà, il y a toute une recherche qui a été menée, plus d'un point de vue conversationnel et analyse des pratiques sociales dans ce contexte du Covid-19 et du confinement. Et je vous remercie pour votre écoute. Alors, je tourne avec mon micro pour les questions. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Alors là, j'ai appris énormément de choses parce qu'on est vraiment très, très loin de mes terrains de jeu. Mais est-ce que, du coup, vos propres recherches ne sont pas déstabilisées, peut-être de façon hyper créative, mais par les robots conversationnels, en fait? Parce que j'imagine que toutes ces règles-là sont intégrées d'une façon ou d'une autre. Je sais pas du tout je sais pas où en est l'évolution technique de ces fameux robots conversationnels, mais comment est-ce que vous appréhendez tout ça? Parce que vous êtes certainement parmi les mieux placés pour réfléchir à ces idées.
Justement, votre question est vraiment très, très, très actuelle. On a un projet actuellement au laboratoire où on essaye de comparer le modèle conversationnel que j'ai présenté avec cet ordre de la conversation qui est régi, etc., en mettant en interaction des humains avec des robots sociaux à l'accueil d'une bibliothèque c'était à La Part-Dieu ou à Lyon 1, je ne sais plus. Bref, et justement, l'idée, c'est qu'on travaille avec des informaticiens pour essayer d'améliorer les modèles de conversation d'un robot social qui ne sont pas des plus performants, et parce qu'ils ne prennent pas en compte, au moins nous on avait fait juste avec le robot Pepper, après c'est un robot parmi d'autres, mais ce qui est montré, c'est que il est focus sur une personne, une phrase, une intonation, enfin un élément du discours, mais si on est 2 ou 3 personnes autour du robot, il est perdu, il ne va pas prendre en compte les regards, les gestes des individus, des humains en face de lui, et donc tout ça c'est perdu par la modélisation de la conversation dans la programmation du robot pour converser. Et clairement, ils ont fait jouer justement les différents types de réactions du robot en fonction de la personne lui pose une question, il a un script pour dire si je peux répondre, je le guide vers ça, si je n'ai pas la réponse, je le guide vers autre chose, mais c'est très fermé et beaucoup plus fermé que l'interaction humain-humain. Et donc, mais c'est un travail en cours, c'est compliqué d'arriver à optimiser un robot social pour s'approcher le plus de l'humain, de la conversation humaine, à cause de tous ces petits éléments autour qui sont les gestes, les regards, et surtout quand on est plus d'une personne. Il gère une personne plus ou moins bien, mais au-delà, il gère moins bien. Parce que moi, j'avais entendu qu'il était question de mettre justement des robots de ce genre-là, au-delà des bibliothèques et des gares, carrément dans des hôpitaux. Dans des hôpitaux, auprès de personnes seules, etc. Voilà. Mais il y a encore des expérimentations en cours. Et voilà, c'est d'où l'intérêt de travailler avec les informaticiens qui vont programmer ces robots-là. Nous, on a un projet en cours dessus, mais ça mériterait encore plus de développement selon les types de robots. Mais c'est pas simple, parce que ça pourrait paraître facile à programmer, mais en fait non. Parce que l'interaction humaine est tellement complexe, pour le coup. Mais on est encore en train de travailler dessus, ouais. Moi, j'avais une petite question par rapport à l'évolution, justement. Est-ce que dans les expériences de Bracing Experiment, à quel point ça peut faire évoluer un comportement qui est partagé par la masse, partagé par le plus de personnes? Est-ce que ces comportements un peu dissonants peuvent faire évoluer le comportement dit majoritaire? Ou alors est-ce qu'il faut une expérience collective type Covid-19, où là, il va y avoir une expérience collective de rupture, et donc ça va entraîner de façon plus rapide une évolution justement de ces codes normés? Quels sont les facteurs, voilà, qu'est-ce que vous isolez comme ces moments de changement, en fait? En fait, l'idée de ces expérimentations, c'est vraiment plus de mettre en lumière, finalement, justement le fait qu'il y a des normes sociales qui ont été perturbées. Et après, ça permet de prendre conscience de ça. Après, jusque-là, ces études-là n'ont pas apporté des éléments, finalement, de réponse ou de réflexion plus que sur quel changement ça induit d'un point de vue collectif ou individuel. Ça met en lumière que quelque chose est perturbé et que on va se réajuster pour revenir finalement dans une organisation sociale normée, classique. Ça montre pas, en tout cas, j'ai pas d'études en tête qui montrent que ça a fait évoluer les consciences ou les réactions collectivement ou individuellement suite à ces expérimentations. Donc ça reste encore une question ouverte, je pense. Parce que ça, c'est pas évident. Je réfléchis vraiment à la chose. Je me dis que c'est quelque chose que chacun enfin, si on est confronté à ce type d'expérimentation, chacun individuellement, ça va peut-être nous faire réfléchir et de quelle manière on va arriver à changer nos façons de réagir face à une expérience déstabilisante, si ça revient plus tard. Ça reste quelque chose de personnel, je dirais. Mais c'est vraiment ma réponse à personnel ici, mais
Il n'y a pas d'études, et en tout cas, la manière dont nous, on décrit ces expériences ne vont pas dire aux gens « réagissez comme ci ou comme ça face à telle expérience ». Ce n'est pas le but. C'est plutôt de décrire et de montrer qu'il y a un réajustement des individus parce qu'on a perturbé une norme sociale, mais ça ne va pas aller plus loin dans les propositions, en tout cas dans les... Ouais. Une question. J'avais juste une question. Enfin, en même temps que du coup ces expériences, elles nous renseignent sur les richesses infinies du langage et enfin les richesses sémantiques du langage et des comportements non verbaux. Est-ce qu'en même temps, ces expériences ne nous donneraient pas une espèce de une définition, un paradigme du phénomène de la gaffe sociale, dans ce qu'elle peut avoir, des phénomènes dans ce qu'il a de scabreux et parfois même de scandaleux? Si, ça peut. Après, ça dépend vraiment de l'intention qui est portée par rapport à ça. En fait, là, dans les vidéos que j'ai montrées, c'était vraiment dans le but de faire une analyse des réactions des personnes pour vraiment montrer ce qu'était l'ethnométhodologie, l'analyse de ces expérimentations qui donnent à voir ces perturbations des normes. Mais par rapport à ce que vous dites de gaffe, je me dis aussi, c'est quelle est l'intention de faire ces expérimentations pour les personnes qui les font. Si c'est à ces fins-là, bon, c'est une possibilité. Il peut y avoir d'autres formes d'intention, de perturbation des normes sociales dans l'espace public, mais qui auront d'autres intentions. Moi, votre remarque, ça me fait penser notamment à ce qu'on peut voir aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a aussi des études qui essayent de montrer la différence entre Breaching Experiment et prank, puisqu'on voit beaucoup de choses sur Internet aussi, de gens qui font des expérimentations sur l'espace public pour faire des blagues aussi, pour perturber des situations, en mettant en situation des personnes avec des éléments perturbateurs pour faire rire aussi ou pour faire réagir. Mais l'intention est différente, puisque derrière ça, les personnes qui le font, et c'est ce qui est montré dans l'étude comparative, c'est pour aussi, eux, voir plus de viewers, etc. Donc l'intention n'est peut-être pas la même que celle que je vous ai montrée aujourd'hui. Parce que c'est juste parce que vous avez utilisé le mot gaffe par rapport à cet exemple, ça m'a fait penser à ça. Donc voilà, comme élément. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, non mais c'est parfait, merci. Oui, je vais essayer de formuler à peu près clairement ma question. Comment dire, est-ce qu'il y a de la littérature ou des données qui montreraient comment certaines du Breaching Experiment peut amener à des changements pérennes de comportement? En fait, c'est à cause de ce que vous nous avez montré sur le Covid. Je pense à deux choses. Il suffit de regarder le 20h tous les soirs depuis des lustres pour voir des inondations, des orages, des nains. Donc finalement, c'est du breaching quotidien et ça ne change pas le comportement global sur le réchauffement climatique, ce qui est perturbant. Et je pense aussi à tous les réseaux sociaux inondés de trucs complètement artificiels pour faire changer les mentalités de l'opinion publique ou des résultats d'élections, par exemple, ce genre de choses. J'ai pas d'études en tête là-dessus qui expliquerait justement cet effet des breaching de façon massive dans les comportements des individus. Là non, là comme ça, j'ai pas forcément d'études en tête. Je pourrais en trouver et puis les faire ajouter sur la vidéo en replay, mais là non, j'ai pas forcément. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est des expériences collectives qu'on peut être amené à tous vivre et finalement faire évoluer les mentalités, et dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais oui, là, j'ai pas de chiffres forcément pour montrer à combien ça a un effet finalement sur le collectif. Une question. Mais du coup, vous avez le micro. Il marche ? Allô ? Ouais. Ah oui. En fait, moi j'avais une question, c'était un peu, c'est pas la même chose, mais c'est un peu similaire. C'était plutôt dans l'autre sens. C'était que donc les breaching experiments, si je comprends bien, c'est lié à des normes sociales qui existent déjà. Mais déjà, j'avais deux questions. Une première, c'est quand c'est pas une norme sociale qui est pas devenue encore fondamentalement une norme sociale partagée par tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin,
J'ai un exemple en tête, c'est notamment le mariage pour tous, où très clairement c'est une évolution d'une norme sociale qui est en jeu, où le mariage c'était par défaut femme et homme, et maintenant c'est devenu ah non, c'est pas lié au genre. Et on a vu ce qui s'est passé. C'est clairement, il y a eu la manif pour tous, etc., etc. Et on peut considérer peut-être modéliser ça comme une breaching experiment, sans avoir l'intention en soi évidemment scientifique. Mais et du coup, ça me fait poser la question, quand c'est les normes sociales qui évoluent elles-mêmes, qu'est-ce que ça fait Est-ce qu'il y a des particularités? Est-ce qu'on peut penser à des breaching experiments dans ces cadres-là ou pas? Mais ça dépend vraiment. Ça serait. Je réfléchis à chaud aussi, de voir comment on pourrait tester si on perturbe ça, mais en fait, comme c'est quelque chose qui s'est ancré et voilà, validé en tout cas socialement, juridiquement, comment montrer si c'était un breaching experiment? Je réfléchis en même temps. Parce que c'est l'évolution des normes, l'évolution de la société. Et ça serait curieux de vouloir... j'en sais rien, là je réfléchis vraiment à chaud, mais à comment ça pourrait devenir quelque chose de perturbant pour les autres individus si on vient... comment rendre cette situation ou cette nouvelle façon de pouvoir... voilà, réunir des personnes, marier des personnes, comment le perturber en fait, puisque c'est devenu quelque chose pour lesquels les gens se sont battus et qu'ils l'ont obtenu. J'aurais du mal à savoir comment le tester pour voir si vraiment on perturbe une norme sociale en fait. Et pour le coup, je me dis que c'est quelque chose de... Qui est différent selon les personnes aussi, donc je sais, ouais, je trouverais ça difficile à tester en tout cas. T'avais une deuxième question? Enfin, en fait, je me suis dit, en fait, il y a comme a priori par rapport au breaching experiment, si je comprends bien, c'est le renouvellement de l'ordre social, c'est réparer l'ordre social. Et du coup, il y a cette question de homéostasie, on veut reproduire l'ordre social, mais justement, là, on n'est plus dans ces conditions-là. On est dans les conditions d'évolution. Donc, en tant que tel, ce phénomène peut être considéré comme une sorte de breaching experiment, mais par rapport aux normes sociales qui sont antérieures. C'est encore plus large comme... C'est vrai qu'on pourrait l'entendre comme ça. Si on compare les normes sociales d'avant, les normes sociales d'aujourd'hui, et que tout ça fait une évolution globale, si on prend la notion d'expérience de déstabilisation de façon plus large, on pourrait réfléchir là-dessus. Ouais. Une autre question? Il y avait quelqu'un juste en ligne qui parlait de contrôler, alors je vais demander de préciser un peu, mais ça peut être le cas, comment on peut contrôler une conversation en entreprise? Peut-être parler de... Donc, la question n'a pas été clarifiée, mais... Contrôler une conversation en entreprise, oui. Dans le sens... pour éviter qu'elle parte dans tous les sens, peut-être. Peut-être, voilà. On peut imaginer que c'est dans ce sens-là. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études sur les interactions institutionnelles en entreprise, parce qu'il y a la question de la hiérarchie des personnes en situation, les relations horizontales, verticales entre les personnes, et comment... après, l'idée, c'est pas de donner des clés, mais déjà d'être sensibilisé à l'analyse des interactions permet de... Cette question juste on ne parle pas tous en même temps. On distribue la parole et en entreprise il y a souvent de la distribution de la parole, donc comment contrôler l'interaction en entreprise, nous on ne fait pas des fiches clés pour savoir optimiser ce genre de choses, on va plutôt regarder justement où est-ce qu'il y a des problèmes, aller filmer dans les situations où il peut y avoir des problèmes d'interaction et sensibiliser les gens au silence, au chevauchement, au regard, le fait aussi de saisir l'interlocuteur par le regard, par la main, pour faire signe. C'est des petites choses
qu'on peut donner comme conseil, mais il faut voir la situation. Il n'y a pas vraiment de méthode unique par rapport à notre discipline pour contrôler l'interaction. Comme ça, c'est pas facile, quoi. Mais déjà, être sensible au fait qu'on parle pas en même temps, c'est la base. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vos interventions.